On fait un petit retour, je vous propose un retour en arrière à propos de la profanation, sur la profanation du cimetière de Carpentras et les manifestations de protestation qui s'en sont suivies avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En mai 1990, deux femmes se rendent dans le cimetière juif de Carpentras. Elles y découvrent l'horreur. 34 sépultures ont été profanées. Stèles renversées, brisées et même un corps extrait d'un cercueil. On a sorti un corps et on l'a retrouvé avec un manche de pelle enfoncé dans l'anus. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire que on a tué 2 fois ces gens. L'affaire choque profondément l'opinion publique. Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place le jour même. Plusieurs dizaines de tombes profanées. Certaines d'entre elles dans des conditions si abominables qu'on ne peut pas le décrire sans rougir de penser que de tels faits sont possibles en France. La semaine suivante, 2 grandes manifestations sont organisées contre le racisme et l'antisémitisme. Pour la première fois en France, le président de la République lui-même, François Mitterrand, participe à l'une d'entre elles. Ce jour-là, 200 000 personnes, toutes religions confondues, défilent dans les rues de Paris. Ce que je souhaite, c'est manifester le respect. Je crois que chaque être a droit au respect dans ce qu'il est, c'est tout. Donc je crois que c'est important. S'il y a quelque chose qui va mal, eh ben, ça sera toujours le lampiste. Et le premier, ça sera ou l'arabe ou le juif. L'affaire est résolue 6 ans plus tard par l'aveu d'un des profanateurs. Il dénonce ses 4 complices néo-nazis qui seront condamnés à 2 ans de prison. Pierre Mérat, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui les gens ne descendent plus dans la rue pour protester, pour manifester une forme de solidarité avec des attentats racistes, que ce soit antisémites ou anti-musulmans ? Grave. Oui, justement, c'est intéressant parce que l'engagement citoyen existe toujours. J'en suis persuadé, j'en suis convaincu. On a fait des portes ouvertes où on s'est rendu compte qu'en discutant avec les gens, ils étaient extrêmement intéressés et extrêmement sensibles à toutes ces questions. Oui, mais ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas ou ils agissent à travers effectivement une nouvelle forme de communication qui est l'Internet et on rejoint la question de l'Internet. Il faut que les associations antiracistes se modernisent aussi, puissent s'investir dans cette nouvelle communication qui est Internet. Discours aussi qui se propage sur Internet, d'aller chercher les gens là où ils sont et leur expliquer autre chose. Avoir un vrai contre-discours. Avoir un vrai contre-discours, pouvoir investir en quelque sorte ce terrain-là. Et je pense que c'est un des déficits des associations antiracistes. Yanis Roder, une cause nationale, bon d'accord, on a dit si ça n'est pas suivi d'action, ça ne sert à rien, ce ne seront que des paroles incantatoires. Quels actes concrètement Quels actes? Quelque chose d'éducatif? Oui, d'abord à destination de ceux des enfants et des adolescents. Alors non, d'abord à destination de ceux qui sont en face des adolescents, c'est-à-dire les enseignants. Il faut former les enseignants. Il faut, alors ça existe. L'éducation nationale a commencé il y a quelques années à mettre en place des stages pour traiter de manière, on appelle ça de sujet sensible, de manière pudique. Alors le sujet sensible, c'est la décolonisation, la guerre d'Algérie, l'esclavage et l'histoire de la Shoah. Il y a un film qui est sorti il y a 8 jours qui s'appelle Les Héritiers, où on voit une prof qui a sensibilisé une classe qui était difficile et c'est rien de le dire. Exemple parmi d'autres. Oui, la pédagogie de projet peut être un bon outil. Il faut des outils. Oui, bien sûr qu'il faut des outils. Mais il faut aussi que les professeurs soient armés scientifiquement, j'entends, face aux questions multiples et aux remarques que peuvent faire les élèves dès que l'on parle du nazisme, de l'histoire de la Shoah, dès que l'on parle de la guerre d'Algérie. Par exemple, monsieur, est-ce que la guerre d'Algérie c'est un génocide? Eh bien, si on a défini auparavant, par exemple, en parlant du génocide des Arméniens, les catégories qui permettent de définir un génocide, on peut mettre l'élève face à cela et il comprend de lui-même que la guerre d'Algérie ne relève pas de la catégorie juridique du génocide. Il y a quasiment la même question dans le film Les Héritiers et c'est une histoire vécue. Claude, une question et vous avez des images de notre Premier ministre Manuel Valls qui dimanche dernier reconnaissait une impuissance de la part des pouvoirs publics puisqu'il disait la société n'est pas capable de se mobiliser. Il disait également autre chose, Manuel Valls, vous allez l'entendre, il parlait de l'action qu'il avait menée contre le comique, entre guillemets, Dieudonné. Écoutons le Premier ministre, mon Dieu, ministre de l'Intérieur à l'époque. Nous ne pouvons pas accepter la banalisation des mots racistes, des injures. Quand j'ai fait taire ce personnage, Dieudonné Mbala, je n'ai pas eu beaucoup de soutien, sinon celui du président de la République. Bon, à part le soutien, il y a une chose intéressante. Manuel Valls dit « j'ai fait taire Dieudonné Mbala ». Il n'a pas fait taire. Dernière vidéo de Dieudonné Mbala, elle était à près de 400 000 vues. C'était la dernière. Il y en a qui ont atteint des millions. On ne peut pas, Pierre Mérat, faire taire
un homme qui est raciste, on ne peut pas extirper par décret des sentiments obscurs et méchants dans la société. Non, bien sûr, par décret certainement pas. Mais la loi, il y a une loi quand même. Oui, non il y a une loi qui a été votée à l'unanimité des parlementaires en 1972, à l'unanimité des parlementaires. Pas assez sévère la loi, il faudrait revoir. Elle peut être sévère, elle est peut-être pas appliquée de manière extrêmement sévère. Pourquoi ? Parce qu'on touche à une autre liberté, celle de la liberté d'expression, et que les juges, et on peut tous y être attachés, cette liberté d'expression. Sur la prégnance des préjugés, Pierre Ménard, je suis désolé. Est-ce qu'on ne doit pas, Dominique, c'est un délit, tout à fait. Est-ce qu'on ne doit pas s'habituer à vivre dans une société conflictuelle, violente, partiellement raciste, partiellement antisémite, et ça va être notre quotidien. C'est joyeux. Non, je pense que c'est pas tenable en fait, parce que dans une dernière vidéo de Dieudonné, il donne le nom d'un député, il donne son adresse personnelle, et il dit allez-y, faites-lui une vie épouvantable. Donc là, ça relève de la police, enfin j'espère en tout cas. Donc c'est. Je parle des préjugés en général. Oui, les préjugés en général sont le résultat d'une espèce d'abandon de cette thématique-là. Et nous sommes confrontés sur le web à une situation que nous n'avons jamais vécue historiquement. Je voulais juste en dire un mot. Laquelle ? Il y a une liberté totale d'expression jointe à l'irresponsabilité de l'auteur, puisque ça peut être anonyme. Or, jamais nous n'avons connu ce système-là. Aujourd'hui, dans les médias, vous ici, vous êtes libre de dire ce que vous pensez, mais vous êtes aussi responsable de vos propos. Si vous avez la liberté totale pour tout le monde, sans imputation de responsabilité, on a une situation qui est par nature intenable. Je pense qu'on ne pourra pas la conserver. Je vous propose d'accueillir Juan Gomez qui vient évoquer un pays qui a décidé de renforcer sa législation antiraciste. Et il y avait quelques raisons de le faire. Ce pays, c'est la Grèce. C'est la Grèce, effectivement. Il a quand même fallu 2 ans de débat au Parlement pour que ce pays finisse par se doter d'une nouvelle législation réprimant davantage le chômage, le racisme, l'antisémitisme et les incitations à la haine. Alors désormais, les acteurs d'actes racistes peuvent être condamnés jusqu'à 3 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Reste à savoir, et c'est évidemment toute la question, si cette nouvelle législation suffira à endiguer la montée constante des actes racistes. On s'aperçoit que depuis le début de la crise économique, eh bien, les violences contre les immigrés sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, on recense tout de même quelques 400 plaintes par an. En tout cas, pour les associations de défense des droits humains, eh bien, cette loi est tout simplement insuffisante. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'aussi incroyable que cela puisse paraître, les fonctionnaires sont à l'abri de toute poursuite. Or, la police est régulièrement pointée du doigt. Elle est accusée de commettre des bavures contre des immigrés. D'ailleurs, selon des témoignages publiés dans la presse grecque, plusieurs commissariats d'Athènes couvrent les agissements de milices néo-nazis. Une enquête a même démontré que lors des dernières élections législatives en 2012, la moitié des policiers grecs avaient voté pour le parti néo-nazi Obdoré, un parti qui est représenté au Parlement avec 18 députés. D'ailleurs, la quasi-totalité d'entre eux ont vu leur immunité levée. La justice, en fait, accuse ce parti d'être responsable de nombreux actes xénophobes dont certains ont entraîné la mort. Et vous allez le voir, avec cette nouvelle loi, eh bien, le Premier ministre grec veut également mettre fin aux agissements d'Obdoré. Le gouvernement est déterminé à ne pas permettre aux descendants des nazis d'empoisonner la vie sociale, de commettre des crimes, de provoquer et de miner les fondements du pays qui a fait naître la démocratie. Voilà, alors cette nouvelle loi vise spécifiquement les partis politiques qui s'afficheraient racistes. Non seulement l'aide de l'État leur sera supprimée, mais ils devront également payer une amende jusqu'à 100 000 euros. Par ailleurs, c'est important, la loi criminalise désormais en Grèce la négation ou l'apologie de l'Holocauste, des génocides et des crimes contre l'humanité. De quoi inquiéter davantage Obdoré, qui n'hésite pas à faire l'apologie d'Hitler, y compris dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et Obdoré a beau être dans le collimateur de la justice et du gouvernement, eh bien, ce parti continue à s'enraciner dans le pays. Il n'y a qu'à voir les résultats des dernières élections européennes en mai dernier. Ils sont arrivés en 3e position, 10% des suffrages, ce qui leur a permis d'envoyer 3 députés à Bruxelles. Yanis Roder, vous qui enseignez l'histoire, est-ce que vous avez l'impression qu'en Europe, c'est le retour des années 30 ? Non, je ne vais pas faire plaisir à Claude Askolovic, mais non, je ne pense pas que ce soit les années 30, parce que de toute façon, chaque période s'inscrit dans un contexte historique précis. Nous ne sommes pas là dans le contexte des années 30. Effectivement, la montée de cette violence raciste, antisémite, anti-rom est extrêmement inquiétante et relève, à mon sens, d'abord d'un problème. Alors, c'est le prof qui va parler, excusez-moi, mais un problème d'éducation. Nous avons en face de nous parfois des élèves qui ont 500 mots de vocabulaire et qui sont dans une vision totalement simpliste du monde parce que le monde, ils ne le comprennent pas. Et cette vision simpliste qui fait qu'ils se replient sur leur identité. En cherchant un bouc émissaire.
En cherchant un bouquin, mais surtout en cherchant des clés de compréhension. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'école arrive à ce que ses élèves puissent lire, écrire, comprendre et s'ouvrir au monde. La cause nationale, c'est l'éducation. Mais bien sûr, c'est l'éducation. Et c'est d'abord par là, par l'accès à la lecture et au texte, que nous arriverons à faire quelque chose. Quelques mots de conclusion, tous les deux, rapidement. Moi, simplement, sur le climat européen, il est quand même très inquiétant. Il y a un phénomène de propagation. Et puis, il ne faut pas oublier, je reviens sur les dispositifs de réponse à tout ça, la réussite économique est un aspect très important de la solution, du dispositif de solution. Il faut aussi, c'est pas la question du chômage comme facteur, parce que c'est pas suffisant, mais pour permettre notamment aux jeunes générations de s'inscrire dans une logique de réussite économique personnelle est probablement quelque chose. Le ressentiment, l'idée que l'on a échoué, la frustration, c'est quand même un facteur important. Bien évidemment, la lutte contre le racisme et les discriminations. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu des renoncements, je pense, au contrôle d'identité. Le récépissé, on l'a abandonné. Mais elle existe depuis des décennies et ça ne fait qu'accroître. Elle n'existe pas depuis des décennies. Il y a une forme de faillite. Il y a eu des propositions qui avaient été faites et formulées directement par le candidat Hollande qui n'ont pas été suivies des faits. Par exemple, délivrer un récépissé, c'était une façon de lutter contre la discrimination. On sait aujourd'hui, par d'autres statistiques qui ont été faites effectivement par des Américains, parce qu'en France, encore une fois, les statistiques éthiques sont interdites, que un noir ou une personne d'origine maghrébine est 10 fois plus contrôlé qu'une personne entre guillemets blanche. Ce que vous voulez dire, Pierre Meyrat, c'est que l'État français n'est pas totalement légitime à instaurer l'antiracisme comme grande cause nationale ou religion politique. Si l'État français n'est pas blanc-bleu dans sa pratique quotidienne. Il se dédouane un peu bien facilement évidemment qu'il y a un racisme structurel. Bien évidemment qu'il y a un racisme structurel systémique qu'on retrouve effectivement dans certaines institutions de la République, à commencer par certains policiers qui utilisent le contrôle d'identité comme une forme effectivement de harcèlement à l'égard de jeunes qui sont soit issus d'immigration, quelquefois même entiers, et souvent on s'aperçoit que ces jeunes-là, eh bien, emmagasinent des ressentiments, des frustrations qui participent. Alors l'éducation, bien évidemment, est au cœur du débat. Pas que la faute des policiers. Bien évidemment. C'est le mot de la fin pour ce débat, pour ce soir. Ils sont